Berlin, 1978. Une grande ville moderne. Rien apparemment ne la distingue d'une autre. Ce spectacle de la rue, il est le même à Londres, à Paris ou à New York. Et pourtant... « 1945. Berlin est écrasé par les bombes anglaises et américaines, pulvérisé par les obus soviétiques. Le ciel s'est effondré sur la tête des Berlinois. C'est la descente aux enfers. 8 jours et 8 nuits d'apocalypse. Quel crime avaient donc commis ces gens-là pour en être réduits à une telle humiliation? Pourquoi le monde entier s'acharnait-il à vouloir effacer de la carte une des plus grandes cités d'Europe? Quelle malédiction s'était donc abattue sur cette ville? « 33 ans plus tard, que font ici ces soldats étrangers? « 33 ans après la fin de la guerre, Berlin est encore occupé. Ce jour-là, les troupes britanniques célébraient leur tatou, la fête de l'armée, en défilant au Kurfürstendamm, les Champs-Élysées de Berlin. Comble de paradoxe, les Berlinois de l'Ouest ne sont pas mécontents de voir ces soldats étrangers parader chez eux. Même les aviateurs de la Royal Air Force, qui ne leur rappellent pourtant pas de bons souvenirs. Car Berlin est un avant-poste, à la frontière entre deux mondes, entre l'Est et l'Ouest, entre le capitalisme et le communisme. Un mur les sépare, qui traverse la ville et la coupe en deux. De l'autre côté, c'est Berlin-Est, capitale de la République démocratique allemande. Ainsi, Berlin-Ouest est comme une île au milieu du monde communiste, entourée de murs, de barbelés, de miradors. Une ville en cage, gardée par les faux-pots de la police populaire. Une ville en liberté surveillée. Non, décidément, Berlin n'est pas une ville comme les autres.
Elle porte sur ses épaules le poids écrasant de l'histoire. Une histoire qui commence ici, avec la citadelle de Spandau, comme l'explique le professeur Stephen Heinrich. Oui, cette citadelle de Spandau, qui se trouve près de la Hartel et près de la Spree, était une forteresse qui, au Moyen-Âge, a permis aux commerçants qui sont venus de l'ouest et qui sont passés à l'est de traverser en toute sécurité la Spree, un passage assez difficile à cause des marécages, des forêts. Finalement, au XIIIe siècle, parce que Berlin est une ville récente, des commerçants et des pêcheurs se sont installés à Berlin-Ecken, sur les bords de la Spree. Ils étaient protégés par la forteresse de Köpenick et de Spandau d'un côté, et dans le sud de Rixdorf, de Tempelhof et de Mariendorf, qui étaient des villages fondés par des Templiers. Ces villages existent encore et sont devenus des faubourgs du Grand Berlin. Mariendorf, Tempelhof, vestiges du temps où les chevaliers teutoniques et les Templiers montaient la garde ici, aux frontières de la chrétienté. Berlin en a conservé pour toujours une mentalité de frontière. À l'origine, c'est un lieu de passage et d'échange entre l'Ouest et l'Est. Mais à la fin du Moyen-Âge, au XIVe siècle, le destin de la ville va changer. Prêtres et lansquenets marchent sur la province de Brandebourg à l'appel d'un capitaine d'aventure dont l'emblème est un aigle noir. Car l'empereur a donné le Brandebourg en fief à d'obscurs hobereaux de Franconie, les Hohenzollern. Berlin est alors une commune libre et souveraine, ville de riches marchands et de banquiers, membre de la Ligue hanséatique, une place de commerce active et florissante, dont l'emblème est un ours débonnaire. Les bourgeois de Berlin se dressent d'abord contre ce nouveau maître, dont les troupes pillent la campagne environnante. Finalement, l'aigle viendra à bout de l'ours avec un Hohenzollern à poigne, surnommé Frédéric Dent de Fer. Les marchands sont matés, Berlin est occupée. Elle sera désormais une ville de garnison. Berlin devient la capitale du Brandebourg et se fond avec la dynastie des Hohenzollern jusqu'à la Première Guerre mondiale, jusqu'en 1918. Au départ, Berlin n'est qu'un gros bourg de 5 à 10 000 habitants, citadelle du protestantisme, auquel se sont convertis les Hohenzollern, ravagé comme le reste de l'Allemagne par les guerres de religion, jusqu'à l'avènement du grand électeur Frédéric Guillaume. C'est lui qui finalement a créé un État, l'État de Brandebourg, et c'est lui qui, après la guerre de 30 ans, a réussi à développer le pays, à créer une infrastructure valable. Il a chassé, lorsqu'il est venu au pouvoir en 1640, il a chassé les Suédois, il a chassé les troupes impériales, et après la paix de Westphalie, il a développé le pays systématiquement. Il a fait venir des étrangers, des Huguenots, il a fait venir des Juifs, il a construit des canaux ici à Berlin, il a même essayé de paver les rues de Berlin avec des amendes que les Berlinois avaient payées pour le blasphème public. Curieusement, cette nouvelle capitale, ce nouvel État, vont naître avec l'aide de la France. Aide inattendue, les Huguenots. Après la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV,
des dizaines de milliers de protestants français choisissent l'exil. Frédéric Guillaume les accueille à Berlin à bras ouverts, car ils sont une élite. Ils apportent dans cette petite ville provinciale les arts, le commerce, l'industrie, la culture. À cette époque, un habitant sur 5 est français, ce qui va marquer pour longtemps l'esprit berlinois. Frédéric Guillaume avait créé pour eux, en 1688, un collège français, qui a été détruit par les bombardements, mais reconstruit après la dernière guerre. Il accueille les descendants de ces Huguenots, qui portent encore des noms français. Comment vous appelez-vous? Katia Louvier, Christina Gardin, Jacques Allemand. Mon nom est Fred Giraud. Quand votre famille est-elle arrivée ici? Vers la fin du XVIIe siècle, je crois. Et à l'occasion de quoi? À l'occasion de la révocation de l'édit de Nantes. Leur religion était défendue. Je descends de la famille des Dujardin et elle habitait à Lille et est émigrée en Prusse. Et puis elle est revenue à Berlin. Est-ce que vous avez gardé des souvenirs de la France, enfin autrefois quand votre famille était en France? Justement, toute la famille est venue en Allemagne. Alors il n'y a plus personne en France. On n'a pas de souvenirs, on a seulement le nom. Mais le seul est que nous sommes encore huguenots, nous sommes dans l'église huguenote ici à Berlin. Est-ce qu'il y a dans votre famille des souvenirs de cette époque? Oui, un petit peu, mais pas très fort, parce que on vit aujourd'hui et l'histoire n'est pas très actuelle. Au XVIIIe siècle, le Brandebourg devient la Prusse. Ayant hérité de l'ancienne colonie des chevaliers teutoniques, le prince électeur de Brandebourg, Frédéric Ier, se déclare roi en Prusse en 1701. Et voilà les Hohenzollern devenus souverains. À la tête de son armée, formée, entraînée et encadrée par des officiers huguenots français, Frédéric Ier de Prusse, qui veut imiter Louis XIV en tout, fait une entrée triomphale dans sa bonne ville de Berlin. La petite Berlin, devenue capitale. Après le règne de Frédéric Ier, qui était le premier roi en Prusse, c'est avec le règne du roi Sergent un retour à la normale, un retour aux anciennes traditions prussiennes, la sobriété, l'autodiscipline, le travail, les traits de caractère qui se marquent d'ailleurs dans ce monument que nous avons derrière nous. Le roi Sergent, un homme pieux, rude, avare. Frédéric Guillaume Ier n'a qu'une seule passion, les soldats. Mais il faut qu'il soit grand et beau. Il n'avait que cette armée pour vraiment faire grande puissance, parce qu'à part ça, la France était riche, l'Angleterre était riche. Lui, c'était le petit roitelet qui n'avait pas le sou, qui n'avait que ses piou-piou. Hein. La Prusse est un pays pauvre. Soit elle s'imposera par la force. Une armée permanente de 100 000 hommes devient ainsi le pilier de l'État prussien. Mais Frédéric Guillaume est si avare qu'il économise même ses soldats. Oui, enfin le roi Sergent, il avait des scrupules, il était très croyant, donc il a voulu se servir de son armée que pour défendre son pays, ou pour s'imposer, tandis que Frédéric le Grand, Frédéric II, qui avait très peu de scrupules, s'en est servi. L'armée prussienne se mesure alors aux plus grandes armées d'Europe, l'autrichienne, la russe et la française, et aux surprises, elle les bat. Ainsi la petite Prusse conquiert sans cesse de nouveaux territoires, pour devenir une grande puissance aux confins du Saint-Empire, annexant par la force la Poméranie puis la Silésie, rompant brutalement l'équilibre européen. Voilà l'œuvre de Frédéric le Grand, un roi éclairé, poète et philosophe, mais un vrai Hohenzollern, avide et sans scrupules. Frédéric II, lui, il a voulu réaliser quelque chose qui est pratiquement irréalisable, c'est qu'il a voulu la gloire militaire, la gloire intellectuelle, il a voulu être le souverain modèle, le souverain parfait.
Dans son palais rococo de Potsdam, qu'il a baptisé sans souci, il écrit ses poèmes et ses mémoires en français. Car ce roi de Prusse parle mieux le français que l'allemand. Il compose des morceaux de musique pour flûte traversière. Il correspond avec Diderot et d'Alembert, ou il philosophe avec Voltaire, qu'il invitait souvent ici. Pour quelques instants privilégiés, la Prusse semble allier la force à la grâce. On baptise alors Berlin l'Athènes du Nord. Athènes peut-être, mais Sparte surtout. Voilà désormais le destin ambigu de cette ville. Ses larges avenues sont faites pour la promenade sous les tilleuls, unter den Linden, mais autant pour les défilés militaires. Tous les palais y ont des airs de caserne, et les casernes des airs de palais. Ainsi, la pauvreté des sables du Brandebourg, l'acharnement des Hohenzollern, la discipline du peuple prussien et le sel des huguenots français ont finalement produit au nord de l'Europe un État à part, une nation beauté. 20 ans plus tard, la Prusse à son tour doit s'incliner devant la loi du plus fort. D'autres grenadiers français, ceux-là, occupent Berlin et paradent dans le parc du château de Charlottenburg. Après avoir vaincu les Prussiens à Iéna, les Français défilent sous la porte de Brandebourg. De Berlin, Napoléon décrète le blocus continental contre l'Angleterre. Il rêve d'un nouvel empire, lui aussi. Trop tard, sans le vouloir, cet héritier de la Révolution a déjà fait lever partout des nations. Le choc de la défaite prussienne en 1806 et l'occupation par les troupes napoléoniennes a déclenché en Prusse un vaste mouvement de réformes et de réformes intellectuelles, militaires et morales. C'est à l'université de Berlin, qui a été fondée en 1810, que Fichte a lancé l'appel au peuple allemand de résister contre Napoléon. C'est ainsi que la Prusse est devenue le centre de la résistance, et c'est la Prusse qui a attiré les autres peuples dans cette bataille de Waterloo, qu'on appelle ici la bataille de la Belle Alliance. Belle Alliance, c'est le nom prédestiné de la ferme devant laquelle, au soir de Waterloo, l'Anglais Wellington et le Prussien Blücher se congratulaient. La Prusse s'agrandit alors jusqu'à la rive gauche du Rhin et annexe la Rhénanie, c'est-à-dire le charbon et l'acier. Avec les premières usines, la Prusse va enfin commencer à être riche, elle aussi, et à rêver d'un empire. L'unité du peuple allemand, c'est une idée romantique qui traîne depuis 50 ans. Un Prussien audacieux, réaliste et cynique, digne serviteur des Hohenzollern, Bismarck, le chancelier de fer, va parachever l'œuvre entreprise 4 siècles plus tôt par Frédéric d'Andefer. Le moyen, toujours la guerre, contre la France cette fois. L'idée de Bismarck, c'était d'abord de faire sortir l'Autriche et déclarer la guerre à la Prusse. Bismarck rallie tous les États allemands, écrase l'armée française à Sedan et lance ses Uhlans sur Paris. Il a son plan, faire proclamer le Deuxième Reich dans la Galerie des Glaces à Versailles. Voilà Guillaume Ier, empereur des Allemands. Au Saint-Empire romain germanique succède le Deuxième Reich, un empire de 40 millions d'habitants, unifié sous l'égide de la Prusse. Et dans Berlin, triomphe une fois de plus l'armée prussienne.
qui défile devant le Kaiser, le nouveau César. La force, la discipline, l'austérité ont payé. Berlin est capitale d'empire. De Nuremberg, de Cologne, de Francfort ou de Dresde, accourent les députés au Reichstag. Le peuple allemand est enfin uni. Le temps de la richesse est venu. Après 4 siècles d'austérité, Berlin étend ses quartiers élégants avec ses maisons bourgeoises et cossues, le long des lacs et des forêts. Car l'Allemagne est devenue la première puissance industrielle d'Europe, grâce à messieurs Krupp et quelques autres. Berlin elle-même vit sa révolution industrielle, non sans peine, comme le raconte l'urbaniste Christian Engeli. Il a fallu des chemins d'eau, et il a fallu faire des relations entre les eaux à Berlin, entre la Havel et la Spree. On a fait des canaux comme ici, il a fallu des ports, le Westhafen ici, Nordhafen, et on a créé des quartiers industriels devant l'ancien mur de la ville du Moyen-Âge de Berlin, dans la direction du nord, de l'est. La grande arrivée des ouvriers à Berlin et l'augmentation de la population. Et il fallait le logement pour ces grandes masses. Et parlant de cette évolution, c'est malheureusement un chapitre un peu triste dans l'histoire de Berlin. On parle des casernes à louer en Allemagne, Mietskasernen, ça veut dire alors des grands bâtiments où on a pressé des masses d'ouvriers sur engem Raum, sur peu de place. Et on a même parlé de Berlin comme de la ville la plus grande à caserne à louer de tout le monde. Et ce n'était pas un compliment, naturellement. Dans ces casernes ouvrières noircies par les cheminées des usines voisines, va naître le Lumpenprolétariat, le sous-prolétariat. Ici plus qu'ailleurs, le monstre industriel dévore sa ration de bétail humain. Ici, naît petit à petit une nouvelle ville dans la ville, Berlin-la-Rouge. Pourtant on l'appelait la Belle Époque, 25 courtes années, au cours desquelles Berlin devient une grande métropole mondiale. Mais avec Guillaume II, qui adore les uniformes, l'esprit prussien veille et invente une nouvelle religion, le pangermanisme. L'armée demeure le corset de la nation, la guerre, la mère de toutes les vertus. Nach Paris, à Paris. Et c'est la fin d'un monde. Quatre années d'enfer ont fait fondre la belle armée allemande. Camarades, camarades. 4 années de famine ont brisé le moral du peuple. 1918 à Berlin, c'est la révolution. Comité de marins et de soldats occupe le palais impérial. Les Hohenzollern sont chassés. Vive la République. Une république dite de Weimar, où la Constitution est promulguée pour essayer d'exorciser le démon prussien. Mais Berlin reste quand même la capitale et devient même le Grosse Berlin, le Grand Berlin. Ça représentait, je crois, la plus grande ville du monde concernant la superficie. Et concernant la population, c'était une augmentation de 2000
de l'ancien Berlin, de 2 millions de l'ancien Berlin à 4 millions. Mais du point de vue récent d'aujourd'hui, si on pense à la position de Berlin-Ouest actuelle, qui est une île complètement, cette ville peut quand même exister grâce à cet espace vert. Et les lacs, les forêts qu'on voit en arrière-plan, c'est la légitimation historique de 1920 de faire le Grosse Berlin. Après 5 siècles d'un régime de fer, le petit peuple sort de ses casernes allouées pour respirer un peu, pour flâner. C'est la grande époque de la social-démocratie allemande. Après 5 siècles de catéchisme, les Berlinois commencent à se poser des questions, à s'interroger sur tout. Après 5 siècles d'exaltation guerrière, de trompettes, de défilés, les Berlinois retournent à la douce mélancolie des jours ordinaires. Les années 20, les années folles, ici c'est comme une libération, une explosion d'idées. C'est l'époque du Bauhaus qui révolutionne l'architecture et la peinture, du cinéma de Fritz Lang, du théâtre de Brecht et de l'opéra de Katsu. Derrière cette belle façade, il y a hélas des millions de chômeurs, l'inflation galopante, les assassinats politiques, les émeutes, les putschs. Métropole déboussolée, Berlin passe aussi pour la capitale du vice. Pourtant, jamais elle n'a brillé d'un pareil éclat, affirme le professeur Stefan Wetzold. Même nous, les Berlinois, ne savons pas absolument pourquoi. Mais naturellement, il y avait ce nouvel esprit de libération après la fin de l'horrible guerre mondiale. Il y avait une nouvelle situation politique. Il n'y avait plus l'empereur. Il y avait une nouvelle démocratie. Et surtout, on avait un échange entre les idées européennes sur le champ de la culture, sur le champ des beaux-arts, dans les théâtres, dans l'opéra et surtout, naturellement, dans les sciences. Il y avait les universités, il y a M. Einstein à Berlin, et je crois que les années 20 ont été la seule époque dans l'histoire de Berlin pendant laquelle il y avait une influence de Berlin sur la culture européenne, même mondiale. Une peinture engagée s'inspire de la bataille politique. Elle décrit le conflit entre le drapeau rouge et les piliers de la société. La société traditionnelle qui se défend et serre les rangs autour du vieux maréchal Hindenburg, devenu président de la République. Le travailleur berlinois regimbe. Il descend parfois dans la rue, comme en ce 1er mai 1929. Mais l'armée et la police sont là pour faire respecter l'ordre. Une belle occasion pour les agitateurs. Un certain Hitler, qui a grandi dans le sud, envoie à Berlin le plus virulent de ses lieutenants, Goebbels, car Berlin-la-Rouge résistera jusqu'au bout à la peste brune. Mais les vieux démons finissent par l'emporter et triomphent sous le signe de la croix gammée. C'en est fini du Berlin cosmopolite, ville ouverte aux hommes et aux idées. La capitale du Troisième Reich sera purifiée par le feu. Hitler veut alors transformer son visage. Il a des projets grandioses pour elle. En faire une ville colossale, à l'image de ce stade olympique.
Mais le stade, là, est resté intact. Oui, le stade a resté presque intact, mais il faut dire que le stade a existé comme projet déjà à la fin des années 20, en vue des Jeux Olympiques. L'architecte Bernard Marsch a commencé à 32. On a l'impression ici d'un bâtiment hitlérien, par son caractère presque mégalomane. Il y a un style hitlérien. On peut bien le dire, mais alors ça n'a pas commencé tout à fait à l'année 33. Il y avait des mouvements qui ont préparé ce style. Et on peut dire qu'il semble un peu allié au style ancien, le style classique. Mussolini, en Italie, a déjà commencé à faire des bâtiments comme ici. Berlin, en tout cas, est la première ville en Europe à être dotée d'autoroutes et d'un boulevard périphérique. Mais le doit-elle vraiment à Hitler? L'idée de construire des autostrades, on les a lancées dans les années 20 aussi, qu'on a vu qu'on a besoin des grandes routes. Et Hitler, il a planifié un système d'autostrades à des raisons stratégiques militaires. 1940. Berlin accueille les troupes du Troisième Reich qui viennent de battre la France. Berlin grisé de nouveau. Berlin qui a perdu la tête. Berlin en délire. Hitler disait « Je veux des monuments qui fassent de belles ruines, même après 1000 ans. » 5 ans plus tard, Berlin n'est plus qu'une immense ruine. Je suis arrivé à Berlin peu après la fin de la guerre. Et je n'oublierai jamais ce spectacle. Un champ de ruines. C'était comme un décor de théâtre. Je me souviens que les façades existaient encore, mais on voyait le ciel à travers les fenêtres. Les maisons, elles, s'étaient écroulées. Et en bas, près des portes cochères, il y avait encore des boîtes à lettres. Et tout le destin de Berlin était inscrit sur ces boîtes à lettres. Car 1,5 million de Berlinois étaient morts ou disparus ou enfuis. Et on pouvait lire « La famille Müller est partie pour Nuremberg ». Ou bien encore « Fritz, si tu reviens, nous sommes chez la voisine, telle rue, tel numéro ». On disait que 100 000 à 200 000 cadavres étaient enfouis sous les ruines. Et détail atroce, l'été, il y avait une odeur épouvantable. Et au milieu de ce champ de ruines, les Berlinois, comme des fantômes, qui déblayaient ces ruines brique par brique. Les femmes surtout, les hommes étaient prisonniers ou disparus. Des hommes qui mendiaient pour un quignon de pain. Des femmes qui se prostituaient pour un paquet de cigarettes ou une barre de chocolat. Quelle humiliation pour le peuple allemand. Pour les Allemands qui s'étaient promenés pendant 4 ans à travers toute l'Europe, se prenant pour une race de seigneurs, et qui avaient défilé en vainqueurs. Oui, quelle humiliation. Aujourd'hui, 30 ans après, les enfants jouent sur ces montagnes de débris qu'on a baptisées par dérision les Alpes berlinoises, et qui ont 100 mètres de haut. Se doutent-ils, ces petits Berlinois, que sous leurs pieds sont entassées les ruines de toute une ville, 75 millions de mètres cubes de gravats. Et derrière, en plein cœur de la ville, l'aérodrome de Tempelhof, où pendant 11 mois ont atterri les avions américains qui ravitaillaient la ville pendant le blocus de Berlin. J'ai vécu ces heures-là, ici, comme correspondant de guerre. 1948, 24 heures sur 24, toutes les 2 minutes,
un avion atterrit ou décolle pour ravitailler la ville étranglée. Les Alliés se sont partagés l'Allemagne en 4, zone américaine, zone française, zone anglaise et zone russe, avec Berlin au centre. Les Russes ont bloqué les 3 voies d'accès terrestres. Restent les 3 corridors aériens. Staline osera-t-il abattre les avions américains qui volent au secours de la ville? Non, il n'a pas osé. Il espérait prendre toute la ville en l'affamant. Mais pendant près d'1 an, le pont aérien débarque assez de vivres et de charbon pour assurer des rations de misère à 2,5 millions de Berlinois. C'est le point culminant de la guerre froide. L'épreuve de force entre les garnisons occidentales, enfermées dans la ville, et les divisions blindées russes qui l'encerclent et prennent position dans les forêts environnantes. La 3e guerre mondiale va-t-elle éclater ici? Quelle revanche pour les Allemands. Car l'enjeu de la guerre froide, c'était Berlin. Berlin qui, de nouveau, était le centre de l'Allemagne, le centre du monde. Le monde entier avait les yeux fixés sur Berlin. Et je crois, moi, que c'est ce jour-là que les Allemands se sont dit, on a perdu la guerre, mais peut-être qu'on va pouvoir gagner la paix. 1953. Les émeutiers arrachent le drapeau rouge de la porte de Brandebourg, le déchirent et le brûlent. Berlin se révolte. Cette fois, c'est l'Ouest qui part à l'assaut de l'Est et tente de chasser les communistes. Mais les chars soviétiques auront au fait de rétablir l'ordre. Que peuvent les pierres contre l'acier? Tout le monde sait maintenant que Berlin et l'Allemagne resteront coupés en 2. Alors des milliers d'Allemands fuient l'Est pour se réfugier à l'Ouest. En 12 ans, près de 4 millions de réfugiés, dont 1,5 million franchissent la ligne à Berlin. C'est une hémorragie insupportable. Alors les autorités communistes décident de dresser entre l'Est et l'Ouest un mur infranchissable qui coupe la ville en 2. Les Berlinois le baptiseront le mur de la honte. Berlin-Ouest est désormais isolé, encerclé. 1962, le président John Kennedy vient à Berlin pour affirmer « Tous les hommes libres sont citoyens de Berlin ». All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the word, Ich bin ein Berliner. Je suis un Berlinois. Berlin-Ouest, en effet, ne peut subsister qu'avec l'aide et sous la protection de l'Occident, et surtout des Américains. Voilà plus de 30 ans qu'ils sont là. Ni Staline, ni Khrouchtchev, ni Brejnev n'ont pu les en chasser. Les Russes aussi sont là. Depuis 30 ans, ils montent la garde, jour et nuit, devant le monument aux soldats inconnus qu'ils ont érigé devant le Reichstag, en secteur occidental, à l'endroit même où s'est terminée la bataille de Berlin. La guerre contre l'Allemagne nazie leur a coûté 20 millions de morts. Ils ne sont pas prêts de l'oublier.
l'euphorie de la victoire en 1945, les 4 alliés s'étaient pourtant jurés de gouverner l'Allemagne et Berlin à 4. Devant l'ancienne commandanture de Berlin, les 4 drapeaux flottent encore. Mais le fauteuil de représentant soviétique est vide. De la coopération à 4, il ne reste plus grand-chose, comme l'explique le conseiller politique français M. Michel Perrin. En ce qui concerne les activités qui continuent à Berlin à demeurer quadripartites, il y en a 2. Il y a la garde du prisonnier, car maintenant il n'y en a plus qu'un à la prison de Spandau, Rudolf Hess, qui a maintenant 83 ans. Et il y a quelque chose qui est véritablement très concret, ainsi que vous l'entendez en ce moment, c'est le centre de contrôle aérien de Berlin, qui est un organisme quadripartite, avec assis à la même table un soviétique, un américain, un français et un britannique absolument en permanence. Quelles sont les relations avec le secteur oriental? Depuis 1949, les Russes ont donné la souveraineté de leur zone d'occupation à la RDA qui est née à ce moment-là, et la République démocratique allemande a pour capitale le secteur oriental de la ville. C'est un point de vue que les alliés occidentaux contestent, et il y a chaque jour des passages par le fameux checkpoint Charlie de voitures particulières remplies de militaires britanniques, américains et français qui vont se promener à Berlin-Est. Ceci pour ne pas laisser se prescrire le droit sur l'ensemble de Berlin. Nous considérons que nous avons le droit d'occupation, que nos droits s'étendent à la totalité de Berlin. L'Allemagne de l'Est n'en a cure. Tous les 8 mai, son armée défile au cœur de Berlin. Et paradoxe, ce sont les communistes allemands qui ont recueilli l'héritage prussien, sans complexe, et avec l'accord de leurs alliés soviétiques, qui défilent ce jour-là avec eux. Pas un soldat allemand. Ici, c'est la tradition des marchands qui a été relevée. La cloche de la liberté offerte par les États-Unis indique bien le modèle choisi par les Berlinois de l'Ouest. C'est le modèle américain. Au pied de l'hôtel de ville qui se trouve place Kennedy, se tient un marché. C'est un symbole. Comme au Moyen-Âge, Berlin-Ouest possède un parlement et un gouvernement présidé par un maire-gouverneur, social-démocrate, Dietrich Stauber. Nous sommes une ville très unique dans le monde et en plus dans l'histoire du monde. Prenez les Berlinois de l'ouest de la ville. Je crois que nous sommes les seuls citoyens qui veulent être occupés. C'est très drôle, mais c'est très clair, parce que les Américains, les Français, les Anglais, ils donnent la sécurité pour la ville. Non seulement la sécurité de Berlin doit être assurée par l'Occident, mais aussi sa survie économique, car la ville isolée ne peut se suffire à elle-même. Nous avons besoin de l'aide de la République fédérale, nous avons besoin de l'aide de la France, de Londres et de Washington. Et ça veut dire nous ne sommes pas une ville normale, nous vivons dans l'équilibre mondial. Ça veut dire il n'y a pas de danger pour la liberté de Berlin-Ouest, il n'y a pas de danger pour la paix en Europe. Mais en même temps, il faut voir que cette situation a
en conséquence que le mur reste et la division de notre pays continuera. À Berlin-Ouest brûle une flamme qui doit s'éteindre seulement le jour où l'Allemagne sera réunifiée. On l'appelle la flamme éternelle. La division. Oui, voilà le tribut que Berlin, comme l'Allemagne, doit payer à la paix. Aujourd'hui, la guerre froide est finie. Berlin-Ouest a été reconstruite au beau milieu du monde communiste comme un modèle de paradis capitaliste. En fait, comme une vieille cousine de province qui a eu des malheurs, Berlin ne vit que grâce au mandat de ses riches cousins de Bonn. Pour trouver de nouvelles ressources, elle a renoué avec une de ses traditions les plus anciennes, être un lieu de passage et d'échange, un marché de produits et d'idées. Berlin tente de devenir une ville de congrès, de festivals, d'expositions, de foires internationales, une ville d'art, une grande ville universitaire enfin. Mais cette dernière aventure n'a pas tourné comme prévu, ainsi que l'explique le professeur Winfried Engler. La création de l'université libre à Berlin a attiré des étudiants depuis les années 50. Ensuite, à partir de 68, Berlin a été, pour ainsi dire, la mère de la révolution des étudiants en Allemagne. 68 a profondément changé le visage des universités à Berlin. En quel sens? Dans ce sens que l'université libre, qui a été créée contre un esprit communiste à l'université de Berlin, que cette université libre même est devenue, au moins pour une minorité, le noyau même, le centre même de la pensée marxiste aux universités allemandes. Oui, ce sont les étudiants de Berlin-Ouest qui, les premiers en Europe, ont donné le signal de la grande vague de contestation de 1968, héritier eux aussi d'une longue tradition, celle de Berlin-la-Rouge. Comme dans les années 20, ils se révoltaient contre les piliers de la société bourgeoise. Beaucoup de Berlinois sont conservateurs. Cela s'explique facilement, bien sûr, n'est-ce pas? Parce que ces gens-là ont vécu les années 45, ont vécu le blocus. Donc, il y avait à Berlin un décalage. D'une part, une génération assez conservatrice, ce sont les adultes, ce sont les plus âgés, et d'autre part, les jeunes, les étudiants qui ont 20 ans, qui sont nés après 45, pour qui le socialisme est d'abord un problème théorique. Pourtant, il n'est pas loin, le socialisme. Il est de l'autre côté du fleuve. Mais enfermé dans ses murs, Berlin-Ouest vit dans un monde à part. Ça fait 3 mois peut-être que je n'ai plus vu le mur. On y passe rarement et finalement, au Moyen-Âge, toutes les villes avaient une muraille et les gens s'y sentaient à l'aise. C'est pas tellement, on n'a pas tellement peur, on s'y habitue, on vit normalement. J'ai des parents qui habitent à Berlin-Est et c'est toujours triste pour moi. Mais si je vis ici, c'est une vie toute agréable, toute différente de l'Est. Et pour cause, Berlin-Ouest, c'est la vitrine du capitalisme, en plein cœur du monde communiste. Une image en réduction de l'Occident. 2 200 000 habitants y vivent à huis clos. Le plus étonnant, c'est qu'à travers toutes ces aventures, ces crises, ces catastrophes, à travers l'enfer ou le purgatoire,
le Berlinois soit resté le Berlinois. Et qu'est-ce qu'un Berlinois? Eh bien, ce n'est pas facile à dire. C'est quelqu'un qui est différent des autres Allemands. On le reconnaît tout de suite. Dès qu'il est quelque part en République fédérale, on le reconnaît. Mais à quoi ça tient? Ben, c'est une question. À quoi le reconnaît-on? D'abord à son accent, à sa rapidité de parler, à un certain sens d'humour dans la langue même. D'abord, je suis contente et même un peu fière d'être berlinoise parce que quand même, on a quelque chose de spécial par rapport aux autres. Je ne peux pas exagérer, mais une berlinoise est vraiment plus vite, peut-être aussi plus hectique que les autres Allemands. Et d'autre part, elle a une grande gueule, pour le dire ainsi. Elle n'a pas de honte, elle est toute légère, comme ça. Hein. Berlin-Ouest est aussi demeurée une ville très cosmopolite, où vit une communauté de 300 000 Turcs, un Berlinois sur 7. Ils se sentent déjà berlinois, même s'ils sont turcs. Ce qui est de 4 enfants, il y a un Turc à Berlin. Ça cause de graves problèmes. Il n'y a pas que les Turcs. Pourquoi Berlin est-elle une des rares villes au monde dont la population diminue? Oui, il y a un certain malaise, bien sûr, parce que justement, il y a trop de vieux, il y a un problème de génération. On n'est pas trop content lorsqu'on se promène et qu'on voit très souvent que des vieux. Enfin, ce n'est pas encourageant. Alors les jeunes, comment voient-ils l'avenir? Un peu sceptique parce que Berlin, bien qu'on puisse sortir de Berlin, naturellement on peut aller en Allemagne de l'Ouest, mais quand même c'est comme une île et c'est difficile d'entretenir l'industrie. Et bien qu'on a une grande université et avec ça beaucoup de jeunes gens à Berlin, il y a trop de vieux gens et tous les jeunes, ils vont en Allemagne de l'Ouest parce que là, ils ont de meilleures chances pour leur vie. Et ainsi, je crois que Berlin, après quelque temps, sera comme un musée. Voilà plus de 30 ans qu'on dit ça. 30 ans qu'on dit que cette situation ne peut pas durer. Et pourtant, elle dure. Oui, c'est vrai. Il flotte dans Berlin comme un air de mélancolie. Depuis 1945, la ville a été coupée brutalement de son passé. Elle ne sait pas non plus très bien quel sera son avenir. Alors ici, plus qu'ailleurs, les jeunes, sans passé, sans avenir, expriment leur angoisse en chantant le soir « Nous sommes seuls, tout seuls dans la grande ville ». Wir sind allein in dieser großen Stadt und wir sind viel zu normal, hier Schönheit zu sehen. Und wir können auch die Leute, die das können, nicht verstehen. Nein, unser Weg kann hier nicht enden, denn wir lassen uns nicht blenden durch diese Show, die für uns doch nur tote Stars hat. Und darum sind wir auch allein in dieser Stadt. L'histoire, disait Shakespeare, est un récit conté par un démon, plein de bruit et de fureur, et qui ne signifiait rien. Il avait tort. À Berlin, l'histoire a un sens.